Je suis en amour fou de mes enfants, mais j'ai une conscience extrêmement forte et même qui est belle et qui est salvatrice pour moi, qui est que je leur ai donné la vie. Ils ont choisi de s'incarner à travers moi et leur père, mais je suis là pour leur permettre de s'envoler, et le plus justement possible. Et c'est là où ma mission de mère, elle est très puissante, c'est de les accompagner dans cet envol. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Donc ouais, ma némésis, moi tu sais, c'est de commencer l'interview avant d'avoir commencé à enregistrer. Ah d'accord. Et là, c'est ce que tu étais en train de faire. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Tu étais en train de commencer à me raconter ta vie de daronne. Ouais. Mon fil rouge. Mon fil rouge. Ouais. C'est ton fil rouge pour toi, ta vie de daronne? Ah, c'est quelque chose de très puissant, ouais. Depuis que je suis toute petite. Ok. Je pense ça dans mes tripes, dans mes cellules. Quand j'étais aussi loin que je me souvienne, petite fille, j'avais un amour pour mes poupées. Mais vraiment les poupées baigneurs. Les petites poupées, quoi. Ouais, vraiment les bébés. Les bébés. J'ai détesté les poupées Barbie. Ah oui. Détesté ça. Toutes mes copines jouaient aux poupées Barbie et je les lâchais à ce moment-là, tellement j'étais même gênée, voire presque mal à l'aise de jouer à la poupée avec des adultes. Il y avait un truc qui me... Et tu vois, j'étais pas capable de conscientiser ça et de l'exprimer de façon intellectuelle. Parce qu'en plus, à ces âges-là, on est très sensible à être intégré dans un cercle et qu'on aime bien copier ce que fait la copine. Et moi, je lâchais à ce moment-là. C'était insupportable pour moi, ces poupées Barbie, que je trouvais horribles. Et... Tu veux dire que pour toi, jouer à la poupée, c'était vraiment être dans un rôle de maman, alors que tu pourrais très bien aussi te dire, je vais mimer une vie d'adulte que je pourrais avoir avec mes Barbies, quoi. Ouais, mais c'est pas ça qui me venait. Parce qu'on jouait à la poupée, on parlait d'ailleurs de poupée Barbie, tu vois. Donc bien sûr. Et jouer à la poupée avec des adultes, c'était un truc qui était pas possible, quoi. Il y avait un truc qui matchait pas dans ma tête. Et en revanche, de materner, de caresser, d'habiller, de changer, de mettre dans le landau mes poupées, mes baigneurs, qu'est-ce que j'aimais ça. Et je leur parlais. Et donc, je n'ai jamais imaginé que ma vie soit sans enfant. Ok. C'était pas possible. J'imagine, si t'étais petite. Ouais. Et je pense que si jamais je n'avais pas rencontré le père de mes enfants, de toute façon, j'aurais fait des enfants. Je me serais débrouillée pour faire des enfants. À la Jean-Jacques Goldman, quoi. T'aurais fait un bébé toute seule? Peut-être, ouais. Une autre vie. Ouais, absolument. Myriam, pour te présenter rapidement, on s'est rencontrés il y a 1 an, je crois, dans ce groupe de responsabilité qui a été monté au sein du cercle de créateurs de Kylian Tallin. Et en fait, au sein de cette grande communauté où il y a 200, 300, j'imagine, créateurs en tout genre, Kylian vient mettre des sous-groupes. Donc j'avais déjà reçu Laurent pour venir parler de paternité dans Histoire de Daron et en fait on parle de plein de choses, on se retrouve une fois par semaine, on parle de nos prises de tête souvent professionnelles, parfois perso, et la semaine passée je crois tu venais me raconter que en tout cas tu racontais au groupe que tu venais de mettre tes enfants à la porte parce qu'ils étaient encore chez toi
27 27, 25 et 19. Alors, c'est pas totalement à la porte. Hein, mais on va en parler. Tu les as pas foutus dehors. Je les ai pas foutus dehors. Mais quelque part, il y avait aussi un côté, maintenant il est temps de partir, il est temps de quitter le nid. Voilà, c'est de poser effectivement cette décision. Une sorte de deadline. Voilà, de deadline, ouais, ensemble. Oui, tu les as pas foutus dehors de... Non, jamais. Tu leur as pas mis leurs affaires dans un carton en disant maintenant jamais. Ça dégage, quoi. En revanche, j'ai senti que c'était le moment douloureux et de ma responsabilité. Je vais t'expliquer pourquoi et comment ça m'est venu, de dire à mes enfants que je pensais qu'il était temps qu'ils quittent la maison pour chacun d'eux, que c'était sain, que c'était bon, qu'ils étaient prêts, que c'était aussi important pour moi, et que je leur demandais simplement de me communiquer la date à laquelle cette décision pourrait être prise pour chacun d'entre eux. Et donc ça a été pas un choc parce que je les avais quand même mis un peu en condition en leur disant que je souhaitais que l'on parle, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, que ça devenait très très compliqué pour moi de continuer à me poser la question alors qu'ils ont effectivement 27, 25, alors 19 c'est un peu différent, mais pour mes deux grands, que si jamais ils ne rentraient pas le soir et qu'ils ne m'avaient pas prévenu, j'étais inquiète. Oh là là, oui. Et en même temps de me dire, mais au nom de quoi je vais leur demander s'ils rentrent ou pas. Donc j'étais moi dans un espèce de conflit terrible qui est que je ne suis pas à ma place. Et pour autant, je suis quand même dans cette situation qui est qu'à partir du moment où ils sont sous le même toit que moi, qui est le toit dont j'ai la responsabilité, j'ai aussi cette responsabilité quelque part de leur sécurité. Donc là, il y a un truc qui marche pas trop, qui marche plus. C'est des grands, voilà. Oui. C'est des adultes. Et en plus, ils sont totalement aptes, ouais. Surtout que Morgane, ma fille aînée, est partie faire le tour du monde pendant 18 mois, donc sac à dos, qu'elle a vécu elle-même toute seule pendant 2 ans avant de partir faire le tour du monde. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Paul, de 25 ans, et a fait toutes ses études à Eindhoven aux Pays-Bas pendant presque 4 ans. Donc ils savent vivre seuls. Mais on va en reparler parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi, tu vois, après avoir vécu ces aventures-là, ils ont décidé de revenir au bercail. Et je voulais t'avoir aussi dans cet épisode, dans l'histoire de Daronne, parce que pour moi, tu vas marquer aussi quelque part la ligne édito que j'ai envie d'inscrire, qui était, je n'ai pas envie de parler que de maternité, de grossesse, d'accouchement et de petite enfance, mais j'ai aussi envie d'avoir des daronnes qui se battent contre une forme contre leurs démons quelque part, ou contre leur propre prise de tête dans leur éducation vis-à-vis de leurs enfants, quoi. Et c'est marrant parce que quand tu m'as raconté ça, moi j'ai un peu tachycardé. Quand tu as raconté cette histoire, je me suis dit oh! Et en fait ça m'a ramené à Tanguy, le film d'Étienne Châtillier, où il y a effectivement ce grand enfant qui reste assis dans le lit, la fameuse affiche là entre Sabine Azéma et Philippe Dussolier, si je me trompe pas, André Dussolier. Et je t'aime papa, je t'aime maman. Et je crois que ça c'est un truc, moi j'ai grandi avec ça en me disant mais mes enfants, si un jour j'en ai, je veux les rendre autonomes le plus vite possible. Et je crois que c'est, pour en avoir parlé un peu autour de moi de cette interview qu'on allait faire à des mamans et à des papas, c'est une vraie peur. Donc ça m'intéresse de discuter avec toi de tout ça. Avant ça, j'aimerais que tu me racontes. Donc tu nous as raconté très rapidement que dans ta tête, tu as toujours voulu avoir des enfants. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as vraiment eu un passage dans l'idée de te dire maintenant il est temps? En fait, je pense que j'étais prête dans ma tête intellectuellement depuis que j'étais toute petite, que néanmoins j'ai eu un moment où j'ai remis en question cette possibilité-là, parce que assez jeune, en primaire d'ailleurs, quand j'y repense, je trouve que c'est assez fou, et en même temps, on nous avait projeté un film sur l'accouchement. Et un film où on te montrait tout jusqu'à la sortie avec la caméra de face. Je me souviens en primaire. Et je me souviens j'étais dans un réfectoire, j'ai encore une sensation très très forte de ce moment-là. Et là, j'ai mesuré ce que voulait dire en fait d'accoucher, et là j'ai été, je pense, assez marquée pendant de très nombreuses années en me disant c'est pas possible, rien que pour ça je suis pas sûre de vouloir donner la vie à des enfants, tellement c'était bon.
Et puis, en fait, je me suis, moi, très très vite lancée dans mon activité professionnelle parce que je me suis totalement épanouie dedans. Et donc, j'ai mis ça de côté. Et néanmoins, j'ai quand même si quelque chose d'important. C'est qu'à 19 ans, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, pas tombée enceinte. T'inquiète. Non, mais c'est rigolo en même temps. Je suis tombée enceinte alors qu'évidemment je ne m'y attendais pas. J'étais à l'époque avec un amoureux avec lequel j'étais depuis un certain temps, certes amoureuse, mais j'avais pas du tout envie de me retrouver en fait mère si jeune. J'étais pas prête et donc je prends la décision seule et extrêmement douloureuse d'avorter. Et ça a été épouvantable. Ça a été épouvantable de prendre cette décision. Et la vie m'a fait un cadeau extraordinaire. C'est que le matin où je devais aller me faire avorter, j'ai fait en fait une fausse couche. Donc je me suis dit de ce jour-là que la vie m'avait tellement gâtée, que c'était tellement un miracle que jamais je n'avorterai. Et ça a été très important pour moi parce que du coup, je pense que ça m'a mis quand même dans un état de responsabilité de la maternité extrêmement forte, extrêmement puissant, voire même sacré, qui fait que à ce moment-là, je pense que j'ai basculé dans l'idée que oui, c'était évident que j'aurais des enfants, mais que au bon moment, c'est ça que tu veux dire ? Au bon moment, sans savoir pour autant, et en étant consciente que je pouvais pas tout maîtriser, mais avec quand même la volonté de maîtriser. Hein, c'est-à-dire le timing, la bonne personne, la projection, tutti quanti. Bon, et je me défonce dans mon travail comme une malade, je bosse 14 heures par jour, donc j'ai pas mal d'aventures, je suis relativement peu stable. Amoureusement, tu veux dire. Et c'est normal parce que mon amoureux, c'est le boulot à ce moment-là, faut être clair. Hein. En tout cas, c'est le temps que je lui donne. Et je me retrouve très brutalement au chômage. Et là, je me retrouve face à un vide terrible qui me met aussi face à ce vide de moi-même. Et du coup, j'ai sans doute un temps différent pour regarder l'autre. Et là, je rencontre l'homme qui allait devenir le père de mes enfants. Et en fait, il nous arrive un truc assez dingue, c'est qu'on est fou amoureux l'un de l'autre. Du jour où on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quittés, ce qui était quand même assez dingue. Et au bout de 5 mois, je tombe enceinte, ce qui n'était absolument pas prévu. Et là, cata, je tombe enceinte alors que je suis au chômage, que je suis folle amoureuse, mais que je viens de rencontrer ce garçon et que nous n'avons même pas encore parlé de vivre ensemble. Même si effectivement on ne se quitte plus, on est chacun et chez l'un et chez l'autre. Et là, tout d'un coup, la vie vient encore sonner à ma porte alors que je ne l'ai pas entre guillemets maîtrisée. Je me retrouve enceinte. Profitons-en peut-être pour faire un petit message de prévention de contraception. Oui, alors oui, des plus jeunes. Oui, donc la question pourrait être, mais Myriam, en fait, tu es totalement naïve. Comment se fait-il qu'à 29 ans, parce que j'avais quand même 29 ans, entre-temps, effectivement, il s'est passé du temps, mais la contraception, tu connais. Oui, la contraception, je connais, sauf que j'étais pas du tout pour la pilule, que j'avais essayé 3-4 fois et que ça ne me convenait pas. Alors déjà physiquement, mais comme déjà moralement, ça ne me convenait pas, bah, évidemment, le physique, il a suivi. Ouais. Que j'étais très régulière et très bien réglée en fait, et du coup je calculais, puis en plus mon amoureux me disait lui et me répétait à l'envi que de toute façon il était stérile. Voilà. Donc on était plutôt confiants. Voilà. Spoiler, ça ne marche pas. Ouais. Donc attention les filles, si on vous dit et qu'il vous dit qu'il est stérile, take care quand même. Ça veut pas dire d'ailleurs qu'il ne le pense pas. Ça veut dire simplement qu'il ne l'est pas forcément. Et que les alchimies peuvent créer des miracles. Que parfois les calculs ne marchent pas non plus parce que les corps ne fonctionnent pas aussi comme des horloges qu'on voudrait bien le croire, et on revient à ton idée de maîtriser les choses. Voilà, tu vois. Exactement, c'est tellement juste. Et là, je me retrouve à aller faire le test en pharmacie qui me dit que je suis enceinte, donc là, je n'y crois pas. Du coup, je double d'un test au labo. Un labo, je me souviens, sordide, sous les néons, et la minette me dit « Vous êtes enceinte ». Et elle me le dit, mais en tout cas, j'ai un souvenir épouvantable de la façon dont elle me dit les choses, comme si c'était un énorme paquet qui me tombait sur la tête. Et là, je me souviens, le père de mes enfants était à l'hôpital, lui. Il venait de subir une intervention chirurgicale parce qu'il s'était déchiré l'épaule, cassé la clavicule. Wow.
Et donc là, je me retrouve, en fait, il pleut. Je me souviens, à Suresnes. Je suis en pleurs, comme la pluie qui tombe. J'appelle ma meilleure amie et je lui dis, il m'arrive un drame. Je suis au chômage, je suis enceinte et de Ronan, il s'appelle Ronan. Et en fait, on se connaît que depuis 5 mois et là je suis perdue. Il est hors de question que j'avorte et en fait tout se bouscule dans ma tête. Je suis en panique totale. Je me dis que tout ça est injuste, que c'est une espèce de suite terrible qui est en train de m'arriver, comme si en fait, c'était un. Tu sais, on dit la loi des séries, mais la loi des séries pas top quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'était les merdes qui continuaient. Et je me souviens, je fumais à l'époque, j'ai fini mon paquet de clopes avec une espèce de rage. J'ai arrêté après de fumer, je suis allée voir mon ami. Et dès le lendemain, j'ai senti en fait cet enfant qui m'habitait. Je me suis sentie très forte. Je me suis sentie belle. J'ai une de mes meilleures amies qui était ma sœur, je dis qui était parce que elle est décédée. Je pense très souvent à elle, elle est vraiment très très près de moi. Et elle m'a dit, c'est quoi toutes ces nanas qui refusent en fait la vie telle qu'elle est. Accueillir un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau, surtout que tu as la chance d'aimer l'homme qui t'a fait cet enfant. Et là, tout d'un coup, elle m'a ramené une espèce de vérité qui m'a fait un bien fou. Je me suis totalement laissée porter par cette énergie. Et est arrivée une deuxième étape très difficile qui a été de l'annoncer en fait à Ronan, qui lui était absolument pas prêt. Il le savait pas puisqu'il était dans le potage à l'hôpital. Et au moment où je lui annonce, il se rendort. Et là, ça a été terrible. J'ai eu un sentiment de solitude, d'abandon, et en fait, je pense que c'était tellement. Tu veux dire que tu allais lui dire à l'hôpital, c'est ça ? Voilà, ouais, parce qu'en fait. Et qu'il était dans le coltard. Ouais, et pour être plus précise, je vais le voir alors qu'il était sorti de son opération, et puis je vois qu'il est pas bien, il souffre énormément, et je me dis, je vais pas lui dire tout de suite. Et c'est lui, au moment où je m'en vais, qui me dit, et alors, les résultats ? Et je lui dis, je t'annonce que tu n'es pas stérile. Et là, je pensais qu'il allait se marrer parce qu'on déconnait pas mal. Et là, il se rendort. Et je l'ai vécu comme un affront. Je l'ai vécu comme un non. Je l'ai vécu comme une négation. Je l'ai vécu. Ça a été terrible. Et là, je suis partie. Vous en avez reparlé ensuite ou... Bien sûr. Ah, bien sûr, ouais, parce que moi, je ne garde pas les choses. Et donc, dès qu'il allait mieux, c'est-à-dire le lendemain, j'ai abordé le sujet avec lui. Je lui ai expliqué que, évidemment, c'était pas facile pour moi. Et lui non plus, évidemment. Et très vite, en fait, j'ai compris que son silence, parce que son silence s'est installé, c'est-à-dire qu'il n'en parlait plus. Et ces jours m'ont paru des années, ou des mois en tout cas. Et là, je lui ai dit, écoute, je comprendrais que tu ne veuilles pas cet enfant. Moi, je suis très au clair sur le fait que je souhaite garder cet enfant. D'abord parce que je suis fière de porter un enfant de toi. Que cet enfant, j'ai décidé de le garder parce que je l'aime déjà. Maintenant, je comprendrais que ça n'est pas ton choix. Et je te demande dans ces cas-là une chose, c'est de prendre ta décision. Et sache que si tu prends ta décision de me quitter et de quitter en fait ma situation enceinte, jamais, au grand jamais, je ne viendrai t'embêter avec cet enfant et je respecterai ton choix. Mais je te demande de respecter le mien. D'autant que voilà, on a fait cet enfant sans le savoir, mais voilà, on était tous les deux. Voilà. Ça, ouais. Et c'est important oui. de le rappeler. Et je lui ai dit, parce que je sentais que c'était important pour que ce silence ne vienne pas m'abîmer et donc abîmer le bébé, parce que là déjà j'ai cette conscience que tout ce que je fais, tout ce que je ressens va avoir un impact direct sur l'enfant. Et je lui dis, je te demande de me répondre d'ici 24 heures sur ta position. Et le lendemain matin, sa position était très claire. Et donc il me dit, mais bien sûr que voilà, j'étais pas prêt, mais je suis prêt. Voilà. Et ce qui a été absolument extraordinaire, c'est que 15 jours après, nous avons fait la première échographie. Et au moment où l'échographe pose l'appareil sur mon ventre, on vit un espèce de miracle. Nous avons devant nous les deux yeux, les deux billes de notre petit tétard.
qui s'avère être Morgane, notre bijou. Et là, on a éclaté en sanglots. Ça a été Là, c'est pareil, c'est une émotion encore qui est extrêmement forte en moi. Et c'est là qu'on a compris la puissance de la vie et la puissance de donner la vie. Voilà, à deux. C'était super fort. Excuse-moi, mais j'ai juste une question. Comment Ronan a cru pendant toutes ces années qu'il était stérile, alors qu'il ne l'était pas ? Alors, il faudrait lui poser la question, mais la réponse qu'il m'avait donnée lorsque je lui avais posé, il m'avait dit parce que je n'ai mis, à ma connaissance, aucune femme enceinte. Voilà, c'était... Ok. Voilà. Je pense que c'était la raison. C'est très peu appuyé scientifiquement, donc. Oui. Je crois pas qu'il avait fait des tests de. Voilà. Après, la question c'est plutôt à lui qu'il faudra la poser, sûr. mais non, voilà le souvenir que j'en ai. Ok. Voilà. Ok. Donc, comment se passe cette grossesse ? Un rêve. Ah ouais. Un rêve. Je me sens magnifique. J'ai fait d'ailleurs, une de mes amies a fait des photos de moi enceinte de 5 mois. Je n'ai jamais été aussi belle. Voilà, je me trouve sublime. Et en fait, quand je dis je me trouve sublime, c'est cet enfant qui me rend sublime. C'est ce que la vie nous rend sublime quand tu accueilles. Et c'est vrai que ce qui est très puissant dans cette maternité, c'est que moi qui suis plutôt un être à l'époque qui est dans la maîtrise de beaucoup de choses, la maîtrise de sa vie, la maîtrise de ses projets, de ses objectifs, ce licenciement brutal pour lequel en plus je n'y suis strictement pour rien, donc je l'ai doublement subi. C'est une décision d'entreprise et stratégie américaine. C'était pas nominatif, c'est ça que je veux dire. M'a amené en fait à mesurer à quel point en fait ne rien maîtriser avait aussi du bon. Et en fait, j'ai complètement accueilli cette grossesse dans un temps en plus qui était suspendu, donc c'était incroyable. Et en même temps, j'avais quelques angoisses parce que j'étais consciente totalement de ma responsabilité, qui tout d'un coup devenait immense, qu'il fallait quand même que je retrouve un job très vite. Et puis, comme je suis quelqu'un qui a besoin de dire les choses avec le plus d'authenticité possible, il était hors de question que je cherche un travail sans évoquer le fait que j'étais enceinte. Parce que je cherchais du travail enceinte. Donc nous étions 2 à chercher du travail. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu 3 propositions. Et au moment où j'ai indiqué que j'étais enceinte, on m'a jetée comme une merde. Ça a été épouvantable. Et de ce jour-là, j'ai compris que je n'allais pas répondre à des annonces, mais que j'allais chercher mon job. Et que nous allions chercher mon job. Et c'est comme cela qu'il m'arrive un truc absolument fou, c'est que je décide d'écrire au Parisien, qui était un journal que j'affectionnais particulièrement. J'adorais l'info, j'adorais les médias. Je ne connaissais personne, c'était pas du tout mon réseau. Je venais d'une agence américaine de communication. Et j'ai envoyé une candidature spontanée. J'ai été reçue 2 jours après, et le truc de totalement dingue, comme quoi quand l'histoire elle est écrite, elle est là. Au bout de 2 heures, le patron me propose en fait le job de responsable de la communication, disant que c'est totalement confidentiel et qu'ils viennent de se séparer de quelqu'un et que justement ils sont en recrutement. Et il me demande au bout de 2 heures, très intéressé par mon profil, si je suis intéressée par le poste. Et là, je suis en panique totale alors que je suis au chômage quand même depuis 5 mois. Donc, je cherche évidemment un job. Et là, je lui dis, il me dit, ce serait pour démarrer la semaine prochaine. Et là, je me lève et je dis, bah non, c'est pas possible. Il me dit, comment ça, c'est pas possible? Vous cherchez du job? Et là, un job? Je dis, oui, parce qu'il faut que je vous le dise, je suis enceinte. Je suis enceinte de 5 mois. Tu t'es auto-exclu du truc Ouais, mais tu vas voir. Okay. En fait, je me suis pas auto-exclue. Je pense que je me suis profondément écoutée. C'est que j'ai senti, à l'instant où il me le posait, tout le stress que représentait le fait de démarrer un nouveau job, qui plus est dans une entreprise avec des enjeux extrêmement forts, le fait que je savais qu'il y avait 7 candidats, que tout d'un coup, c'était un peu précipité parce que ce mec-là, il me connaissait pas, je le connaissais pas. Au bout de 2 heures, il me dit que moi, je m'étais pas du tout préparée à ça. Cette candidature spontanée, je l'envoie en me disant, je prépare mon dans 6 mois, puisque je ne savais pas qu'il y avait un job à la clé. Donc en fait, c'est un truc fou qui m'arrive. Et là, je lui dis, bah non, je suis enceinte. Et tu sais, souvent pour les premières grossesses, quand jusqu'au 6e, 7e mois, ça se voit pas trop. Et moi, j'étais très mince. On était en hiver à ce moment-là, au mois de février, j'avais un duffel coat, donc c'est vrai que ça se voyait pas. Donc là, il est un peu scotché. Je me souviens, je me vois en train d'ouvrir mon manteau pour lui montrer mon petit bidon quand même. Je dis oui, je vous assure, je suis enceinte de 5 mois et ma priorité, c'est mon bébé. Donc laissez-moi faire mon bébé, lui dis-je. Et j'arrive en septembre, et vous allez voir, je vais dépoter, je vais prendre le job. Et là, il éclate de rire, il me dit, vous êtes gentil, on peut pas attendre. Il me dit, mais je veux quand même que vous rencontriez le numéro 2 du journal, c'est-à-dire le directeur de la rédaction, parce qu'on est déjà porté sur un candidat, enfin une candidate, et on
Et donc là, je rencontre le directeur de la rédaction qui n'était pas hyper emballé. Je pense qu'il a su en plus que j'étais enceinte, donc évidemment, ça militait pas pour ma candidature. Il m'a posé une question. Il me dit, c'est quoi votre réseau ? Et je lui dis, mais moi, j'ai pas de réseau. En fait, moi, mon réseau, je le construis au fil de l'eau. J'ai pas un répertoire avec 50 personnes que je peux appeler qui constitueraient, entre guillemets, mon réseau que je vous vendrais. En revanche, vous me dites que vous voulez avoir tel journaliste ou telle star, je vous dis que je l'obtiendrai. Pourquoi ? Parce que moi, mon job, c'est de comprendre comment fonctionne cette personne, en quoi ça peut l'intéresser de parler aux Parisiens ou de venir aux Parisiens, et je peux vous assurer que je l'obtiendrai. Et en fait, ça l'a complètement... ça lui a pas remis la tête à l'envers, mais j'ai senti que je gagnais 10 000 points là. Et qu'en fait, il a mesuré à quel point le fait que je cherchais du travail enceinte lui donnait une idée très précise du potentiel et de l'énergie que j'avais lorsque je ne serais plus enceinte. Et c'est là où une situation de faiblesse, de fragilité se transforme en une situation de force parce que j'ai assumé de chercher du boulot enceinte. Et que ma fille, je lui ai dit plusieurs fois, Morgane, que ce moment, je lui devais autant qu'à moi, parce qu'elle m'a donné cette force. Elle m'a rendue belle, elle m'a rendue forte, elle m'a rendue puissante, elle m'a rendue juste. Donc c'était énorme, énorme. Et j'ai été embauchée. Alors embauchée, mais pas à temps plein. Pourquoi ? Parce que je leur ai expliqué que c'était pas possible. Donc je leur ai dit, laissez-moi réfléchir. Très important pour moi dans ma vie, ce temps de laissez-moi réfléchir. Et je suis revenue vers eux en leur disant, voilà ce que je vous propose. Je prends le job à mi-temps, ce qui me permet de pouvoir gérer les dossiers urgents, occuper le poste, être identifiée comme telle à l'interne, et en même temps, je garde ce temps pour mon bébé pour ne pas le stresser. 3 hommes à la barre. Nous sommes à ce moment-là en 94. Oui, 3 hommes qui m'ont dit banco. Je leur rends hommage aujourd'hui. Vraiment. Fabrice Nora, le directeur général du Parisien, Noël Quedel, qui était le directeur de la rédaction, et Laurent Gandillot, qui était le directeur du marketing. Chapeau, messieurs. Bah oui. Et j'y suis restée 10 ans. Et j'ai fait mes 3 enfants là-bas. J'allais te dire, ça en dit long aussi sur toi, sur l'état d'esprit dans lequel t'étais. Parce que tu vois, la première fois, quand tu me dis, ok, j'étais en train de chercher, je cherche un job parce qu'en fait je suis enceinte, je me dis, c'est quand même tout à fait étonnant de chercher un job parce que tu vois, je me dis tout de suite ça. Et effectivement, ce mec finit par te proposer un job où tu dis, oh là là, non, pas du tout. Et en fait, c'est génial parce que t'as juste retourné le truc et t'as décidé d'y poser tes conditions. Et au final, tu t'es vendu, quoi. Ouais. En fait, au-delà de poser mes conditions, je pense que l'impulsion de départ, c'est que je me suis écoutée. Parce que lorsque je lui dis non, en fait, c'est pas moi qui dis non, c'est mon intuition du moment qui parle à ma place. Parce que foncièrement, bien sûr que je le voulais, le job, mais ça n'était tout simplement pas possible parce que ma priorité, c'était mon bébé. Très clairement. Et alors pourquoi est-ce que j'ai aussi voulu chercher, parce que c'est important dans le rapport de notre couple aussi, c'est que je me souviens l'angoisse de Ronan et la mienne, c'était qu'il s'imagine que moi, au chômage, plus enceinte, il allait devoir porter la responsabilité non seulement de m'assumer et d'assumer cet enfant. Et là, je lui explique, parce que c'était très important pour moi. Vous connaissiez depuis tellement peu de temps. Oui, c'est pour ça, on apprenait à se connaître. Bien sûr. Et donc surtout je lui dis, et sache que je ne serai jamais un poids, dans le sens où je m'assumerai toujours et je ferai tout pour m'assumer. C'est trop important pour moi. Voilà, je suis née avec ça, c'est important. C'est quelque chose sans doute que j'ai voulu réparer par rapport à mes parents, puisque maman a arrêté de travailler quand elle s'est mariée et qu'elle a fait ses enfants, enfin qu'ils ont fait leurs enfants. Nous sommes 4. Et moi, c'est un truc que j'ai pas, du tout voulu répliquer. Ok. C'était pas possible. C'est marrant parce que j'ai à la fois le sentiment que, par rapport à ce que tu racontes au tout début, où il y avait une sorte d'accomplissement de ta vie de femme, si tu veux, que tu avais depuis que tu étais toute gamine, quoi, tout bébé, enfin tout enfant, et qu'en même temps, entre-temps, tu as un peu laissé ça de côté avec ta vie de boulot, etc., où tu étais plutôt en mode working girl. Complètement. Et que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a ces 2 chemins qui se sont percutés dans ta vie, ou en tout cas qui se sont rejoints. Pas percutés, c'est un peu violent, mais qui se sont rejoints et que t'as
t'es devenu finalement une sorte de mix de ces deux facettes de ta personnalité, quoi. Ouais, en même temps, c'est la vie qui m'a entre guillemets amené aussi par deux conjonctions pour lesquelles je n'ai eu aucune maîtrise. Un licenciement brutal qui tout d'un coup m'arrête dans mon ascension professionnelle. Je gagnais super bien ma vie, j'avais un énorme job, j'avais une équipe de 7 personnes, j'étais jeune, je bossais 14 heures par jour. Tout d'un coup, j'ai cet arrêt brutal. Et puis, deuxième élément sur lequel je n'ai aucune maîtrise, je tombe enceinte. Et c'est cette percussion de deux événements que je n'ai absolument pas maîtrisés qui m'amène effectivement d'abord à lâcher prise parce que t'as pas le choix. Et puis en même temps, accueillir ce qu'il y a de plus beau, c'est l'amour. L'amour d'un homme que j'aime et qui m'aime. Et puis cette vie incroyable que tu as en toi, qui est c'est de l'ordre du miracle. Comment se passe ce premier accouchement ? Alors un accouchement absolument... pas difficile. Parce que, à la fois très beau, parce que c'est le premier, donc très attendu. Surtout que j'ai une grossesse de rêve. Il fait un temps magnifique. Le soleil, je me souviens, a baigné tout mon corps et mon visage pendant tout cet accouchement, mais extrêmement long. Parce que je travaille pendant plus de 12 heures. À l'époque, pour être assez précise, l'anesthésiste n'est absolument pas dédié à la maternité. L'anesthésiste vient si il n'est pas dans le bloc opératoire. Donc j'attends très longtemps l'anesthésiste et c'est vrai qu'à un moment donné, je n'en peux tellement plus que j'hurle en disant que j'en peux plus, que je préfère avoir une césarienne et qu'on me descende au bloc parce que j'en peux plus d'attendre. Voilà, j'ai vraiment des contractions extrêmement fortes, que le bébé ne descend pas. Et je me souviendrai toujours mon gynéco qui me hurle dessus, mais gentiment pour se faire entendre, et qui me dit « Madame Multinier, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez avoir que des accouchements par césarienne, ou vous voulez donner la vie par voie basse, c'est-à-dire par la vie normale ?» Et là, je me suis retrouvée comme une petite fille, j'ai fermé ma gueule. Et puis l'anesthésie s'est arrivée. L'accouchement a été enclenché. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon bébé ne descendait pas parce que elle avait le cordon autour du cou et qu'elle faisait yo-yo. Et ce gynéco, un homme absolument incroyable, le docteur Boto, qui a pris sa retraite depuis, qui est à l'hôpital de Neuilly, l'hôpital communal de Neuilly, est allé en fait couper le cordon à l'intérieur. Et donc, il a sauvé ma fille de quelque chose sans doute qui aurait pu être dramatique. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, bah voilà, un truc de fou. Et on me pose cet enfant sur moi, je suis en amour, mais inconditionnel. Je ressens ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne connais pas cet enfant, mais tu l'aimes avec une puissance de dingue. Et là, j'ai l'impression d'être dans un monde, dans un autre monde. Un monde comme si j'étais au ciel. En tout cas, l'idée que je me fais du ciel, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement doux, de très très puissant. Quand on dit au ciel, c'est en général que t'es mort, tu vois, dans le. Ouais, mais pour moi, c'est dans l'idée catholique, quoi. Oui, mais pour moi, il y a quelque chose de très doux quand même. Voilà, il y a une espèce d'état lumineux. C'est le bonheur absolu, quoi. Et c'est tellement fort que je sais pas comment te dire. Je pense que même le cerveau, il n'est pas capable, en fait, de supporter tellement c'est fort. C'est pour ça que je te dis, dans un espèce d'état suspendu. Voilà. C'est énorme, énorme, énorme. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors d'abord, je la trouve magnifique. Ronan est complètement aussi en amour de cette petite fille qu'on a déjà décidé de prénommer Morgane. Et toutes les infirmières et les sages-femmes nous disent à quel point elle est sublime. Mais un bébé, c'est jamais très beau, hein, un nouveau-né qui vient sortir. Nous, elle était vachement belle. Nous, elle était magnifique. L'exception. C'était l'exception. Ouais. Elle était waouh, quoi. Et puis, tu sais, je te rappelle ce fameux regard lors de la première échographie. En fait, j'ai l'impression que je l'ai toujours connue, Morgane. Donc voilà, c'est très très fort, très très fort.
Et donc. T'en as encore les poils là aujourd'hui, ça se sent. Ah ouais. 27 ans plus tard, c'est ça ? 27 ans plus tard, ouais. Mais de toute façon, c'est dans mes tripes à vie. Souvent, quand je redis à Morgane, comme d'ailleurs à mes 2 garçons, Paul et Mathis, à quel point je les aime, je leur dis à quel point cet amour a démarré déjà là, à quel point c'était puissant. Et je les ai pas aimés de la même façon. C'est-à-dire, c'est là où tu comprends à quel point l'amour est puissant et multidimensionnel. Ça veut dire que l'intensité est aussi forte, mais qu'elle est différente. Voilà, Dans quel sens t'as pas aimé Donc t'as eu 2 fils après, c'est ça ? Oui. Dans quel sens t'as pas aimé de la même façon tes 2 fils ? C'est-à-dire que je les ai aimés avec une intensité tout aussi forte, mais c'est sans doute pas pour les mêmes raisons. Je sais pas comment t'expliquer. Je ressens l'amour différent parce que ce sont des êtres différents. Voilà. Et je sais pas si parmi les autres personnes les autres hommes et femmes que tu as interrogés, s'il y en a qui t'ont partagé le fait que moi plusieurs fois j'ai posé la question à mes enfants, mais est-ce que vous avez le sentiment que je vous aime de la même façon ou avec la même intensité ? Parce que pour moi c'est très important, parce que j'ai beaucoup d'amis qui m'avaient exprimé qu'elles se sentaient moins aimées que leur sœur ou que leur frère. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et mes 3 enfants, aussi bien les uns devant les autres que individuellement, m'ont toujours dit qu'ils n'avaient jamais ressenti que j'en aimais un plus que l'autre. Ou voilà. Donc pour moi mais je les aime différemment parce qu'ils sont différents. Voilà. Parce que voilà. C'est une vraie question compliquée, ça. C'est comment tu te positionnes toi en tant que parent, que mère, que père, quand t'as plus d'un enfant. Parce qu'en fait, je crois que même si toi tu les traites de la même façon, en fait, forcément, il y a plein de choses qui se passent, qui se jouent. Et même entre enfants, en fait, ils finissent par se jauger. Mais bien sûr. Et c'est obligé, c'est très humain, en fait, de finir par te dire, ok, quelle est ma place, moi, par rapport à mon frère, ma sœur, mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, ma grande sœur. C'est une question qui est tellement, je trouve, complexe. Mais si tes enfants aujourd'hui, adultes, te disent sincèrement que ils ont toujours eu la sensation que tu avais eu un comportement, et peut-être leur père aussi, un comportement très égalitaire, qu'ils en ont jamais souffert, c'est plutôt super cool, quoi. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Après, tu sais, moi, et ça, c'est quelque chose que je leur dis aussi, parce que je trouve que c'est très important, c'est que je sais qu'il y a des choses que j'ai forcément faites et qui n'étaient pas bien, qui les ont fait souffrir. Je leur ai dit... Que la mère parfaite nous jette la première pierre. Hein. Mais surtout, ce à quoi je m'apprête, c'est à écouter le jour où ils auront des choses et des reproches à me faire, pour accueillir ces reproches, parce que je sais à quel point c'est important d'avoir en face une écoute attentive sur le sujet. Voilà. Et je suis persuadée que oui, j'ai fait des choses qui les ont forcément à un moment donné marquées. Voilà, c'est évident. Donc voilà. Je sais pas, je croyais que t'allais aller ailleurs, mais... Non. Non. Comment t'as la sensation d'avoir évolué, toi, en tant que mère, pendant toutes ces années, depuis la nana de 30 ans qui vient d'accoucher, jusqu'à aujourd'hui? T'as la sensation qu'il y a eu des étapes dans ta vie de daronne? Alors la première chose, c'est que j'ai quand même le sentiment que le fait d'être mère a été très très naturel pour moi. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais pas du tout d'angoisse sur le comment faire. Je me suis pas tapé 10 000 bouquins. À l'époque, les podcasts n'existaient pas, donc j'ai dû demander quelques conseils à des copines. Mais en fait, j'avais, je pense, un don presque naturel, évident, spontané, inné, voilà, de ce rôle.
Je savais comment les prendre, je savais comment les écouter. J'ai Paul qui a 2 mois a dû être hospitalisé parce qu'il a fait une pyélonéphrite qui est une infection extrêmement grave. C'est simplement des pleurs qui m'ont alerté sur le fait qu'il fallait que je fonce à l'hôpital. J'appelle, je me souviens, la pédiatre qui me dit prenez votre temps, venez. Je dis non, moi je prends pas mon temps, je décide de pas prendre ma voiture parce que je pense à ce moment-là que je peux être coincée dans les embouteillages. Donc je prends mon enfant dans les bras. En fait, j'ai une espèce d'intuition assez forte qui m'amène en fait à être mère jusqu'au bout des ongles en fait. Je me suis pas sentie hyper protectrice. Je me suis sentie et encore aujourd'hui très très en amour de mes enfants. Je suis très très fière de qui ils et elles sont. Pas de ce que je les ai amenés à devenir, mais fondamentalement de qui ils ou elles sont. J'aime beaucoup ce poème de Gilles Brand, je crois, qui est « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent à travers vous, mais ils ne sont pas vos enfants, ils ne vous appartiennent pas. » Voilà. C'est quelque chose qui m'habite très profondément, ça. Et donc je découvre avec le temps la magie de ces êtres. Je découvre aussi ce que c'est que de faire grandir ou d'écouter un enfant qui ne me ressemble pas du tout. Je pense notamment à Paul, qui est donc mon premier garçon, qui est très introverti. Et donc je n'arrive pas à savoir jusqu'où je dois aller le chercher pour qu'il s'exprime, et jusqu'au moment où je dois respecter son silence, jusqu'au moment où il est en 6e. Et je me souviens, j'étais dans les combles de la maison et je le retrouve tout seul dans un coin en train de pleurer. Et là encore, ça me glace le corps lorsque je ressens encore ce sentiment. Et tout d'un coup, je me dis, mais il y a un drame que j'ai pas vu et qui lui est arrivé. Et j'essaye de le faire parler. Et en fait, il m'explique à quel point il est traumatisé par son surveillant. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait frapper, il s'est fait toucher. Enfin, en plus, on était très, très, je me souviens, sensibilisés à tous ces problèmes de ces adultes qui touchaient les enfants. J'étais totalement angoissée. Je savais pas trop jusqu'où je devais aller dans le questionnement. Je me souviens, c'était très compliqué. Et puis, j'ai fini par lui dire, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ensemble Et là, il m'a dit, mais maman, tu te rends pas compte, c'est pas possible. Je t'en supplie, maman, je t'en supplie. Je me souviens, il pleurait en me suppliant de ne... Et j'ai dit, non mais, Polo, je vais pas te faire des choses que tu ne veux pas. Simplement, je pense que c'est la seule façon de déposer. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance sur le fait qu'il ne t'en voudra pas. Au contraire, je pense que ça va peut-être éclairer... Donc tu voulais l'amener voir ce surveillant. Okay, pour essayer, pour qu'il puisse déposer en fait à ce surveillant la scène qu'il avait... Et Paul a fini par en fait être en grande confiance, accepter, et ça a été magique parce que du coup ça a complètement éclairé en fait cette scène que ce surveillant qui était un peu dur n'avait pas du tout identifiée comme traumatisante pour Polo, et qui, si jamais nous n'avions pas été le voir, ce serait sans doute cristallisé dans la tête de Polo et aurait sans doute eu, à mon avis, des conséquences un peu ennuyeuses pour lui, vraiment. Donc voilà un exemple. C'est pas facile de rentrer en relation avec un enfant quand toi-même t'es hyper extraverti, que tu es très à l'aise avec les gens qui sont très extravertis puisque c'est notre mode de communication, et que là tu as un enfant que t'aimes pour qui il est, mais que tu apprends à connaître, que tu comprends pas forcément, surtout qui dit pas grand chose. Voilà, c'était pas facile. Comment t'as fait ce chemin là? Tout à l'heure tu citais ce poème, tes enfants ne t'appartiennent pas. J'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain, surtout quand tu vois, de ce que tu racontes de ton parcours de mère, et que c'est limite un truc qui t'identifie, tu vois, depuis que t'es toute petite. Oui. Donc tu finis forcément par vouloir te raccrocher à tes enfants comme finalement si vous êtes plus là, on va en reparler. Comment je fais pour exister, quoi. Alors sauf que moi j'ai jamais eu cette sensation. Je suis en amour fou de mes enfants, mais j'ai une conscience extrêmement forte et même qui est belle et qui est salvatrice pour moi, qui est que je leur ai donné la vie. Ils ont choisi de s'incarner à travers moi et leur père, mais je suis là pour leur permettre de s'envoler.
et le plus justement possible. Et c'est là où ma mission de mère, elle est très puissante, c'est de les accompagner dans cet envol. Et alors je pense que... T'as conscience de ça quand t'as 30-35 ans déjà ? Ouais. Alors, wow. Parce que aujourd'hui, tu vois, je comprends bien, tes enfants sont grands, etc., que t'aies le recul, mais à l'époque... Si. Okay. Alors, je pense que ça ne m'est pas venu du ciel. Je pense que ça vient de ma mère, qui nous a fait grandir ainsi. Peut-être même parfois de façon un peu excessive, parce que moi, ma mère, très concrètement, à laquelle j'étais très attachée, dès que j'avais un petit bobo dans ma tête, dans mon cœur, j'allais voir ma mère et elle m'apaisait tout de suite. C'est elle qui m'a dit, je me souviendrai toujours, je venais de sortir de mon école, je suis diplômée, je sors major, j'ai un job, et elle me dit, maintenant que t'as fini tes études et que t'as un job, je te donne 1 mois pour trouver un appartement. Et en fait, ma mère nous a éduqués avec cette idée que le plus vite possible, il fallait qu'on s'envole. À 18 ans, moi, j'ai quitté mes parents pour aller vivre avec mon chéri. Je me souviens, mon père était totalement contre. Ma mère était OK. Ma mère nous a fait confiance très, très jeune dans notre capacité à nous gérer. Voilà. Et pour autant, elle était là. Voilà, puisqu'elle avait décidé, en plus, elle, d'arrêter de travailler pour être là. Donc, je pense que j'ai ça en moi parce que ma mère a fait circuler cette énergie aussi en moi. Et qu'en même temps, c'est tellement doux, c'est tellement bon. J'ai un tel sentiment et un tel besoin de liberté que je pense aussi que ça sert ma liberté que de penser que Bien sûr. Je ne suis pas dépendante de mes enfants. Bien sûr. Et en même temps, je suis pleinement heureuse quand ils sont là. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça résonne un peu aussi. Bon, on peut peut-être enchaîner sur le sujet, sur ce qui nous amène aussi à discuter. Ça résonne pas mal l'histoire de ta mère avec ton histoire où effectivement t'es môme encore à 27, 25. Alors peut-être c'est un peu différent pour ton dernier, que tes enfants finissent par revenir à la maison après avoir vécu comme ça une vie d'indépendance. C'est fou quand même. Alors pour Morgane, c'est totalement lié au confinement. Parce que en fait, il y a eu ce petit truc. Et je pense que pour la jeunesse, et en tout cas moi je l'ai prise en compte, quand Morgane rentre de son tour du monde, qu'elle a vécu seule avec un sac à dos devant, un sac à dos derrière, moi j'étais très impressionnée, et je te dis pas en tant que mère, les nuits parfois difficiles que j'ai eues, parce que moi qui fermais mon portable toutes les nuits, il a été ouvert pendant 18 mois. Prête évidemment à être là en cas de besoin. Et heureusement, parce qu'à 2-3 reprises, Morgane m'a appelée de l'autre bout du monde. C'était en pleine nuit pour moi et elle avait besoin de m'entendre. Et en fait, pour te parler ou oui, pour, parce qu'elle était en situation difficile. Okay. Ouais. Et moi, mon rôle, c'était d'être cette écoute, de ne surtout pas évidemment paniquer, de la rassurer et de lui redire à ma façon à quel point j'avais confiance dans le fait qu'elle allait trouver des solutions. Et donc, pour en revenir à Morgane, elle revient de son voyage en décembre 2020. C'était quand le confinement mars 20? Le confinement, c'était mars 2020, oui. Voilà. Alors décembre 2019, en janvier 2020, pardon, et le confinement est en mars 2020. Donc là, évidemment, elle est restée à la maison, on a confiné ensemble, elle était avec son frère Mathis, tandis que Paul, lui, était à Eindhoven et avait décidé de confiner tout seul dans sa maison dans laquelle il était avec des colocataires qui, eux, avaient tous rejoint leur famille. Et Paul ne pensait pas que ça allait durer si longtemps et il a vécu des choses extrêmement difficiles. Cette solitude a été très 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 pénible pour lui. Et donc dès qu'il a fini ses études, il est revenu effectivement à la maison parce que tout simplement il a décidé de se lancer dans son activité de designer tout seul et que maintenant il faut qu'il trouve des clients. Donc tant qu'il n'a pas l'argent, c'est compliqué pour lui de... Et Morgane, elle est revenue de ce tour du monde avec une envie de changer complètement de voie et de métier. Donc elle a fait un cheminement qui a nécessité du temps. Donc elle a eu besoin de se poser et je crois qu'elle a eu aussi un temps de récupération qui était d'autant plus long qu'elle a vécu des choses, je pense, qui étaient assez perturbantes parce qu'un tour du monde dans toutes ces contrées sur les 4 continents, ça te bouscule. Et du coup, voilà, je pense qu'elle avait besoin de cette pause sereine.
Voilà. Et l'avantage, c'est que c'est vrai que nous sommes très privilégiés parce que nous avons la chance d'habiter une maison, chacun sa chambre, son espace. Donc on peut vivre ensemble tout en étant chacun dans notre espace. Oui, malgré tout, j'imagine que tu arrives à un âge aussi où c'est cool d'avoir tes enfants à la maison, mais et même s'ils ont leur chambre, ils sont quand même chez toi. C'est vrai. Alors pendant le confinement, ça a été royal. Oui. Parce qu'on a fait plein de trucs ensemble, on a rigolé, on a joué. Mais c'était une pause. C'était une pause. Pour le monde entier, en fait. Absolument. Et je pense que ça nous a fait vachement de bien. Après, c'est vrai que ce qui m'a en fait fait cheminer sur la décision que j'ai prise de leur demander de me donner une date, c'est que j'ai une grande discussion avec Mathis. Mathis a 19 ans, c'est pourtant le plus jeune. Et c'était vraiment pas de lui dont j'attendais ce type de réflexion. Mais pour autant, je m'étonnais auprès de lui. Il est en 2e année de BTS, qu'il passait plus de temps en position horizontale que verticale. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps en fait à dormir sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je m'inquiétais un peu de cet immobilisme. Surtout qu'il avait beaucoup de mal à se projeter. Et évidemment que la projection sur l'après, c'est pas à moi de l'avoir pour lui. Et donc, tout en étant absolument pas inquiète parce qu'il a plein de talents et que c'est vraiment un mec super chouette. Et je suis pas du tout inquiète sur sa capacité à s'en sortir. Sauf que, à un moment donné, c'est vrai que je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas le laisser continuer à être dans une espèce d'attente et sans du tout se projeter sur l'après. Donc comment t'as fait? T'es allé le voir? Donc j'aborde le sujet avec lui en disant, tu sais Mathis, en fait je suis pas inquiète pour toi parce que je sais que t'as beaucoup de ressources, mais en fait quand est-ce que tu vas aller chercher ces ressources? En fait, de quoi t'as envie? Je sais pas. Et je dis, mais comment tu t'expliques que tu ne saches pas? Parce qu'au bout du compte, tu vois bien que dans ta vie, il y a des choses qui t'intéressent, d'autres moins. Ouais, mais tu sais maman, faut que je te dise un truc. Et là, je suis oreille grande ouverte. Et il me dit, c'est vrai que je suis dans un grand confort ici, et que du coup, ça m'aide pas forcément à me bousculer, à aller regarder ce qui se passe dehors. Et je lui dis, non, attends, tu déconnes, t'es quand même pas en train de me dire qu'il faut que je te foute dehors. Et là, il me fait, bah... Et là, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Et c'est de là qu'en fait, à cheminer, à la fois ce qu'il m'avait dit et le sentiment que j'avais, qui était super puissant, qui était de me dire, mais putain Myriam, là t'es pas à ta place quoi. C'est pas normal que le soir, tu te demandes si tes gamins vont rentrer dîner. Ça me fait chier de leur demander ce que tu rentres dîner ce soir. Carrément. J'ai pas envie de ça. Et en même temps, ça me fait suer d'imaginer qu'ils vont rentrer ce soir et qu'il n'y ait rien dans le réfrigérateur. Donc j'étais dans un espèce de conflit terrible qui m'occupait l'esprit et qui faisait qu'il fallait que ça bouge quoi. Qu'est-ce qui t'emmerdait dans le fait que ils rentrent? Bon, c'est des grands, en plus ils travaillent, tu vois, donc ils ont de l'argent, ils peuvent aller s'acheter de la bouffe, ils peuvent bouffer. Alors il y a Mathis qui travaille, Morgane travaillait effectivement, elle a commencé à avoir des missions. Et je parle pas du petit dernier pour le coup Bah lui il travaille parce qu'il est en alternance. Ah yes. Voilà. Okay. Mais Paul il travaille pas, il travaille beaucoup, mais il a pas d'argent qui rentre du tout. Voilà. Qu'est-ce qui t'emmerdait dans le fait que le frigo soit vide en fait? Parce que je pense que c'est ma vision de l'accueil dans ma maison. Okay. C'est que j'aime accueillir, que ce soit mes enfants ou mes amis, et à partir du moment où j'accueille, je nourris. Okay. Voilà. Et c'est très important pour moi. Mais on est bien d'accord que des amis qui viennent pour le week-end ou même pour une semaine chez toi, c'est pas vraiment la même dynamique que quand t'as parce que finalement tes enfants finissent par devenir tes colocs, tu vois, quelque part. Ouais, mais je sais pas, je réponds à ta question spontanément. Ouais, je crois que c'est pas lié au fait que ce soit mes enfants. C'est le fait qu'à partir du moment où on est dans la maison, c'est important que chacun puisse bien se nourrir. Voilà, il y a un truc autour de ça qui est très important pour moi. Voilà. Et donc voilà, j'étais dans un inconfort total. Tu te rends compte d'être obligé, tu vois, à 1h du matin, tu te réveilles, ou 1h30 du matin, tu te réveilles et tu te dis, mais est-ce qu'il est rentré? Et là, tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas normal, j'ai pas envie de lui envoyer un SMS pour lui demander s'il est rentré. Parce que c'est pas à moi tu vois, j'ai pas à lui demander ça. Et pour autant, oui, je suis inquiète, parce que je suis quand même responsable quelque part pour le coup. Si jamais il lui arrive quelque chose, quand je dis je me sens responsable, oui, je me sens responsable. En tout cas, je me dois, je sais pas, je suis pas bien
à l'idée que mes enfants étant encore sous mon toit, s'il arrive quoi que ce soit, que je ne puisse pas jouer ce rôle-là. Voilà. Tu aurais l'impression de manquer à ta mission, entre guillemets, c'est ça? Oui. Il y a un truc. Il y a un truc qui est fort. Et en même temps, je suis très mal à l'aise de leur demander. Donc, t'imagines le truc. Il y a un truc qui va pas, là. Et c'est là que je prends conscience que c'est de ma responsabilité que d'évoquer ce sujet avec eux. Et donc, je fixe une date. Et je leur dis, voilà, j'aimerais qu'on fasse un petit conseil de famille. Donc là, ils se marrent tous. Donc je me sens un peu seule. Ce jour-là, en plus, la date a été fixée une semaine avant, puisqu'il faut les prévenir avant. On en a un compte WhatsApp. Et donc, je leur dis que j'ai des choses à leur dire et que j'aimerais qu'on se retrouve. Donc, j'aimerais qu'on cale une date ensemble. Donc, on fixe une date ensemble. On se répartit les rôles pour que voilà, chacun apporte sa contribution et qu'il y en ait qui fassent le dîner, les autres qui fassent les courses, enfin bon. Vous êtes quand même je te coupe, mais vous êtes quand même dans une organisation où c'est pas toute la charge mentale ne repose pas sur toi. Quand même beaucoup. Okay. C'est pour ça que là, j'ai besoin de préciser ce soir-là, parce que je veux que chacun prenne conscience que il va se passer un avant et un après. Ok. Très intéressant. Voilà. Sauf que... Ça a dû leur faire bizarre, non? Pardon. Non, ils ont joué le jeu. Ok. Pour ça, ils sont chouettes, parce qu'ils savent quand même que je fais beaucoup. Ils ont dû se dire, oh là là, ça chauffe. Ils ont dû se dire, ouais, il y a un truc. Voilà. Okay. C'est un lundi soir. Et le mercredi, 2 jours après, j'ai un très gros événement qui m'occupe depuis un certain temps, qui est la préparation et surtout d'un TEDx. Qui a suscité pour moi énormément de stress. Et donc, je sais pas pourquoi, je me dis, mais quelle idiote ai-je proposé, ou nous sommes convenus de cette date 2 jours avant mon TEDx, alors que je suis déjà en stress, quoi. C'est complètement con. Et donc, ce lundi soir, je suis très fatiguée. J'ai envie que ça aille vite. Je les sens très... comment je dirais, dissipés, tu vois, c'est le mot qui me vient. Ils sont tous en train de se marrer, donc j'arrive pas en fait à vraiment avoir un moment de silence où je peux évoquer le sujet que je souhaite aborder avec eux. T'as peur à ce moment-là de leur réaction? C'est pour ça peut-être que t'es... J'ai pas peur, mais je suis fatiguée et je me dis, mais est-ce que c'est le bon jour, en fait? J'ai un peu de stress. J'ai pas peur parce que je sais ce qui m'a motivée et que c'est pas une décision que j'ai prise seule dans mon coin, c'est Mathis qui m'a amenée à prendre cette décision, et ces mots sont venus de sa bouche et je ne m'y attendais absolument pas. Donc d'ailleurs j'ai démarré ainsi, en disant voilà... Et donc j'ai commencé par leur expliquer, en leur disant ce qui se passait dans ma tête, que c'était très compliqué pour moi et que je n'avais pas envie de ça, et que je pensais que c'était bon pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire chacun d'entre eux et moi-même, que nous volions maintenant chacun de nos propres ailes. Et j'ai trouvé intéressant de me mettre totalement aussi dans cette histoire pour qu'ils comprennent que chacun allait y gagner. Et je fais le tour et je demande donc voilà, quelle est la date à laquelle tu imagines quitter la maison? Et ma fille me répond ASAP, as soon as possible, c'est-à-dire aussi vite que possible, avec une certaine fermeté et détermination. Et ce à quoi je lui réponds, bah oui, mais ASAP c'est pas une date. Donc moi je souhaite une date. Et elle me dit avant l'été. Ouais, mais avant l'été c'est pareil, c'est pas une date. Et donc là elle me donne une date, elle me dit je crois le 15 juin ou le 15 juillet. Et ensuite je passe la parole à Mathis, mon dernier, qui me dit il réfléchit, il regarde son frère, il se marre, allez, fin octobre. Donc là, je grince un peu des dents parce que je me dis fin octobre, c'est un peu bâtard, c'est pas vraiment la rentrée. En même temps, ce sera pendant l'automne, c'est pas une période sympa pour quitter la maison. Bon, je dis rien parce que je leur ai posé la question. Puis c'est loin, c'est mais dans 6 mois. Sauf que comme je leur ai posé la question, je suis en mesure d'entendre leur réponse. Et puis j'ai Polo qui me dit bah moi fin novembre. Ah là, j'ai dit non, pas fin novembre. Donc là, il révise, il me dit bon bah ok, fin octobre. Et en fait, j'ai réagi comme ça parce que je sais que mes 2 garçons cherchent une coloc ensemble. Okay. Voilà. Donc c'était pas très logique qu'ils aient pas la même date. Et donc j'ai dit ok. Ah, donc il y avait déjà tu dis que tu savais déjà qu'ils cherchaient un... Oui, mais dans leur tête. Ah, ok. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient jamais mis en mouvement. Ça faisait des mois et des mois qu'ils parlaient de ça. Ils en parlaient. Voilà. Et en même temps, il y a maman qui nous fait la bouffe, on est plutôt tranquille. Bah tiens. Voilà. Et puis de toute façon, maman, elle est maman, donc elle nous foutra jamais dehors.
Et d'ailleurs, je ne les mets pas dehors. Je leur demande de se mettre en mouvement pour quitter la maison. Oui. Ce qui est pour moi différent que de les mettre dehors. Et en même temps, ça donne des échéances à chacun. Mais en même temps, je crois que tu peux assumer qu'en fait, tu as envie de les mettre dehors à un certain âge, tu vois. Et tu les mets pas dehors en leur disant, vous avez pas... Enfin, tu vois, c'est pas du jour au lendemain, je suis pas en train de te... Mais il y a un vrai côté, il est temps d'y aller, quoi, tu vois. Il est temps d'y aller. En fait, ce que j'assume, je crois, c'est ma responsabilité. C'est là où j'ai eu quelque chose de très puissant, c'est que j'ai compris que eux-mêmes ne prendraient pas cette décision. Tu m'étonnes. Si moi-même, je ne prenais pas ma responsabilité de leur dire. Et ce qui a été dingue, c'est la réaction de ma fille qui m'a énormément touchée parce que je pense qu'elle a eu à la fois la force et l'intelligence de partager ce que peut-être mes garçons avaient aussi en tête. Et elle m'a dit, et toi maman, si on part, on te demande une chose ou je te demande une chose, parce qu'en général elle parle en son nom propre, c'est qu'en gros tu vas pas nous la faire à l'envers parce que tu te retrouves seule en disant que... Et je lui dis, mais t'as raison, et je te remercie en fait de poser ce problème-là, que j'ai parfaitement identifié. Oui, ça va être dur pour moi aussi. Oui, tu l'as pas précisé, mais t'es séparée de leur père. Alors oui. Voilà, ça fait 10 ans qu'en fait j'ai divorcé de leur père. Je dis j'ai divorcé parce que ça a été mon choix. Et pour des raisons qui sont sincères et réfléchies et très réfléchies, mais ça a été mon choix et compte tenu du fait que derrière ce divorce que j'ai souhaité le plus serein possible ne s'est pas bien passé parce que on n'a plus de relation du tout avec son père, ce qui m'a mis dans une position d'être mère et père en même temps, si je puis dire, même si j'aime pas le dire, mais c'est quand même presque une réalité. Et tes enfants de leur côté, ils voient plus leur très peu, okay. Très peu. En tout cas, ils ont pas du tout une relation, alors que ils étaient prêts, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. En fait, bon. Et du coup, ça fait 10 ans que je suis séparée de leur père, et bon, j'ai eu évidemment non, c'est pas forcément évident, mais j'ai eu des histoires, dont une qui a duré plus longtemps que d'autres, et quelqu'un qui a vécu à la maison. Mais au moment où j'évoque cette situation avec mes enfants, je suis seule. Voilà, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Et donc, ils sont, je pense, très protecteurs avec moi, et ils ont cette angoisse d'une mère seule qui déprimerait. Voilà. Et donc là, je les ai rassurés en leur disant, d'abord merci à Morgane de le partager. 2, sache que je suis totalement au fait avec cette situation qui va pas être facile pour moi, parce que de me retrouver seule ne va pas être facile, mais c'est mon chemin. Et je pense que ça va libérer aussi beaucoup de choses. Donc je vais le vivre, voilà, et je suis prête à le vivre. Voilà. Et ils savent à quel point quand je dis que je suis prête à vivre quelque chose, à quel point je le vis. Voilà. Et donc je les ai, je pense, à la fois rassurés, je pense que je me suis rassurée, et je pense qu'on a posé chacun, en fait, ce cadre qui fait qu'on est dans une énergie d'envol chacun, qui est plutôt assez chouette. Et le truc totalement dingue, c'est que Morgane a trouvé un appartement de rêve 1 semaine après. Bien sûr. Et tu vois, tu dis que tu les as rassurés, ils t'ont rassuré, mais en fait, j'ai même l'impression que en fait, vous vous êtes libérés. On s'est libérés. Sans doute. En tout cas, alors, parce que le fait qu'ils aient peur pour toi, ouais. Moi, ça, c'est pareil, tu vois, c'est comme Tanguy. C'est un truc, moi, quand j'entends des enfants dire qu'ils ont peur pour leurs parents, je me projette tout de suite en me disant, mais je serais tellement en colère contre mes filles qu'elles aient peur pour moi, même si je comprends. Je ne veux pas de ça. Ce n'est pas ton rôle en tant qu'enfant. Et tu vois, il y a un peu un truc de se tenir par la barbichette, quoi, oui. Tu vois, entre parents et enfants comme ça, quoi. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle l'ait formulé parce que, en fait, tu ne peux le savoir que si ça t'est dit. Or, trop souvent, les enfants ne le disent pas. Ce qui est formidable, c'est que tu le dises dans ce podcast, parce qu'il y a plein de gens qui vont l'entendre et peut-être que ça leur parlera. Ouais. Et surtout, je dis aux jeunes, dites à vos parents vos peurs pour eux. Parce que ça va vous libérer et ça va les libérer eux. Parce qu'ils ne soupçonnent pas forcément les peurs que vous avez pour eux. Moi, je ne soupçonnais pas, honnêtement. Quand elle me l'a dit, j'ai trouvé que c'était tellement évident, parce que c'était tellement juste. Et elle me l'a dit en me regardant dans le blanc des yeux. Et ce qu'elle attendait de moi, c'est que je lui dise pars et sois apaisée, mais pas une phrase de façade. Tu le ressentais profondément. Ah bah ouais, et elle l'a senti.
Et elle l'a senti. Et je pense que c'était d'autant plus important pour elle que j'ai eu des moments très difficiles en tant que mère, parce que je me suis sentie très très seule à devoir porter mes 3 enfants dans leur questionnement, leur équilibre, leur projection, le sentiment que, et comme moi je suis très 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 soucieuse de cet équilibre féminin-masculin, je n'ai jamais voulu et souhaité remplacer évidemment le père de mes enfants. Je rêvais en fait que notre divorce soit aussi réussi que notre vie de couple tant qu'elle a super fonctionné, c'est-à-dire pendant 13 ans on a vécu vraiment des moments de rêve, en tout cas moi de mon côté, et ça j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces moments partagés avec lui et les 3 enfants magnifiques que Ronan m'a fait, ou que nous avons fait ensemble plus exactement. Mais j'étais pas préparée au fait qu'il soit pas là et que je doive compenser. En tout cas, ça m'a rendue très 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 triste et démunie parfois. Voilà, mais bon, c'est son choix, je le respecte. Et je pense que du coup, ça a mis dans la tête de mes enfants, notamment Morgane et Mathis. Paul est parti assez jeune faire ses études à l'étranger, donc je pense qu'il a été moins marqué par ça. Ouais. Même s'il est très sensible aussi et très protecteur. Je sens énormément d'amour qui circule dans cette tribu. Voilà. Et moi, je suis très tribu. Voilà. Mais dans la tribu, chacun a son rôle, a son destin, a sa vie, a sa mission, et être un être à part entière. Voilà, on n'est pas une partie de l'autre. Je ressens les choses comme ça. Merci beaucoup de partager ça. Tu vas leur faire écouter à tes enfants ? Je les ai prévenus, déjà. Et je redoutais un peu leur réaction. Parce que j'estime qu'à partir du moment où je vais parler de mon rôle de mère, je vais forcément parler d'eux, qu'ils sont dans une phase de leur vie où on n'aime pas trop qu'on parle d'eux. Je dirais non. Alors là, c'est pareil. C'est pas forcément ça. C'est pas qu'ils ne veulent pas qu'on parle. C'est que je me suis dit, ils vont deviner que je vais parler de choses peut-être intimes et que ça peut les mettre mal à l'aise. Parce que je suis plutôt quelqu'un de pudique. Je m'exprime peu sur mon intimité, même si je le fais avec eux dès lors qu'ils me posent des questions, parce que je suis très ouverte. Mais pour autant, voilà. Et en fait, ils étaient super contents. Donc oui, bien sûr que... T'as conscience que c'est beaucoup plus universel que ce que tu veux bien croire que c'est intime. Tu vois, même si c'est ton histoire intime, je peux comprendre que c'est l'histoire de ta famille, de ta tribu, comme tu dis. Mais je crois vraiment qu'il y a plein de gens qui passent par là. Il y a plein de mères aussi qui passent par ce genre de prise de tête de ok, en fait, c'est à la fois ma mission, parce que ça vraiment, j'ai l'impression que il y a un vrai truc chez toi. Très puissant. Et en même temps, c'est très compliqué parce que, comme on le disait un peu plus tôt, tu finis même par t'identifier à cette mission de mère et que tu arrives à un âge où, en fait, il faut que les oisillons, qui sont même plus des oisillons, c'est comme des grands oiseaux, doivent quitter le nid, quoi, tu vois. Et déployer leurs ailes pour s'envoler très très loin et très haut. Et toi, t'as ta nouvelle vie qui démarre de mère d'adulte, en fait. De femme. En fait, tu sais, ce qui est complètement dingue, c'est que je réfléchis évidemment beaucoup à ma vie et je me rends compte à quel point je vis ma vie à l'envers. C'est-à-dire que très 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 jeune, j'étais déjà mère dans ma tête. Ensuite, lorsque je suis mère, je le suis évidemment pleinement, mais je pense que la personne que j'ai laissée un petit peu de côté, c'est la femme. Et en même temps, c'est en ayant traversé tout ce que j'ai traversé que la femme se révèle et que là, j'ouvre et je déploie mes ailes de femme et je sens une puissance, mais pas une puissance au sens pouvoir, une puissance intérieure d'une force incroyable parce que je sens à quel point aujourd'hui je suis remplie de moi par tout ce chemin, à la fois de mère, de femme aimée et en même temps qui a eu aussi ses douleurs, ses cicatrices, ses blessures. Mais j'ai grandi sur tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens pleine aujourd'hui. Voilà. Alors pleine, c'est une autre façon d'être enceinte.
Mais je suis pleine de ce que je suis. Voilà. Donc c'est chouette. Merci beaucoup Myriam. Merci à toi. C'était trop cool. Merci. Merci de ce partage. Je crois que c'est très très précieux. Vraiment. J'en suis convaincu. Avec joie. Je suis ravie si ce partage peut éclairer le plus de femmes possible, le plus de jeunes filles possible et le plus de jeunes hommes possible. Encore merci.